C'est parti. C'est parti. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Nima. Bonsoir Gabriel. Bienvenue pour un nouveau NeuroLive, ce soir consacré au thème du vieillissement. Alors vieillissement normal et pathologique. Peut-être avant de commencer le NeuroLive, juste pour rappel, donc les NeuroLive ont été pensés afin de pouvoir aider un maximum de personnes isolées, alors que ce soit financièrement ou géographiquement, afin de pouvoir échanger autour de nos connaissances, autour de nos expériences, que ce soit en tant que professionnel, en tant que patient, en tant que famille, afin de pouvoir voilà, simplement voir entre nous donc qu'est-ce qui pourrait être le plus utile en matière de bilan, de prise en charge. Et voilà, donc ce soir on va parler donc du vieillissement. Un plaisir d'être avec Nima qui est psychologue spécialisé en neuropsychologie auprès de la population adulte et personnes âgées. Je vais annoncer le plan. Alors, on va suivre 5 points. Donc, premier point, quand est-ce qu'on devient vieux et pourquoi? Deuxième point, qu'est-ce que le vieillissement? Troisième point, qu'est-ce qu'un vieillissement normal? Quatrième point, par opposition, qu'est-ce qu'un vieillissement pathologique? Et enfin, peut-on bien vieillir? Voilà. Donc, sans plus tarder, maintenant je vais laisser la parole à Nima. Merci Gabriel. Je t'en prie. Alors je précise déjà qu'on va aborder des thèmes qui sont encore très étudiés par les chercheurs en neurosciences. Régulièrement, il y a des théories qui s'opposent, on met les informations à jour, on développe des connaissances. Donc je vais essayer de vous présenter une vision un peu globale de ce qui est communément admis par tout le monde. Je rappelle encore une fois, comme à chaque NeuroLive, que c'est ouvert à toutes les personnes qui voudraient débattre, opposer des avis différents. Vous êtes la bienvenue. C'est comme ça qu'on avance ensemble et pas les uns contre les autres. Pour commencer, je vais vous demander si vous vous souvenez, dans les carnets de santé, si vous voyez de quoi je parle, pour ceux qui ont encore des enfants, il y a une courbe de croissance qui reprend le poids et l'âge, le poids et la taille, pardon, des enfants au fil de leur âge. C'est dans cette fourchette qu'on suppose l'évolution normale. L'étude du vieillissement, c'est à peu près la même chose. On a une fourchette qu'on considère normale, entre guillemets. Et par opposition, on a donc le vieillissement pathologique et le vieillissement qu'on commence à appeler depuis quelques années maintenant réussi. Comme si ceux qui vieillissaient normalement, en fait, ne réussissaient pas. Enfin, tout ça, ça nous permet de se poser donc les questions qui vont faire le fil conducteur. Déjà, à partir de quand est-ce qu'on devient vieux? Pourquoi? Ensuite, qu'est-ce que le vieillissement? Qu'est-ce qui est normal en vieillissant? Qu'est-ce qui est pathologique en vieillissant? Et donc finalement, qu'est-ce que le vieillissement réussi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Donc pour commencer, à partir de quand est-ce qu'on devient vieux et pourquoi? Pour vous, à partir de quand est-ce qu'on devient vieux? Je peux participer? Bien sûr. Apparemment, c'est aux alentours de 65 ans, c'est ça, qu'on est considéré comme étant senior? Ça dépend des sociétés. Il y a encore quelques années, quelques siècles plutôt, on ne parlait pas de vieillesse, on mourait malheureusement avant d'être vieux. Les gens tombaient malades plus facilement, il y avait plus de difficultés économiques, on va dire. L'âge était très peu utilisé. Au fil du temps, l'âge est apparu par des contraintes administratives. On a commencé à vouloir savoir à peu près quel âge les gens avaient pour tout ce qui est école, pour tout ce qui était armée, documents d'état civil, etc. Donc l'âge est entré en utilisation, en usage, à cette période-là. Les vieux, à cette époque-là, c'était les personnes sur lesquelles physiquement on pouvait voir les signes du temps qui passaient, et c'était aussi les personnes qui ne pouvaient plus travailler comme avant. Au XVIIIe et XIXe siècle, on considérait que les vieux, c'était à partir de 60 ans environ. Un peu plus tard, on est passé à 65 ans, c'était l'âge de la retraite. Mais par exemple, en 1950, quand on était retraité à 65 ans, on n'avait pas la même espérance de vie, ni la même santé à cet âge-là. Donc en fait, on considère qu'il n'y a pas de seuil réel, surtout qu'on ne devient pas vieux du jour au lendemain, je vous rassure. C'est un seuil qui évolue comme évolue la société. À titre d'exemple, une femme qui a maintenant 76 ans, elle peut être comparée à une femme qui en avait 60 il y a environ 100 ans. Et un homme qui a maintenant 70 ans, on peut le comparer à un homme qui avait 60 ans il y a 100 ans. Le fait de devenir plus âgé avec le temps, de vivre plus longtemps, nous a permis de découvrir des troubles différents. On se demande maintenant
si ces troubles qui apparaissent sont liés à l'âge lui-même, ou si l'âge est un facteur de risque, comme le tabac, comme le fait de pas trop faire de sport, pardon. Et c'est ce facteur de risque-là qui développe des maladies. Donc, En même temps, alors on voit pas mal de personnes âgées en meilleure santé que nous. Pourtant, t'as pas 75 ans, j'ai pas 75 ans. pas encore. Mais, Je le souhaite à tous. mais on en voit pas mal quand même qui se disent yes, c'est bon, maintenant c'est bon, je suis à la retraite et je vais pouvoir profiter du temps que j'ai pour faire plein d'activités. Ils ont un meilleur souffle que nous, meilleure endurance, font plus de sport que nous, en tout cas arrivent à mieux suivre ce rythme. Et pour le coup, on se dit bah bravo à toutes ces personnes âgées qui, parce que leurs conditions physiques le permettent, maintiennent pas mal d'activités, même plus que finalement certains jeunes ou adultes. Alors ça, du coup, ça c'était un rappel, on va dire, un peu historique sur donc voilà, finalement, quand est-ce qu'on devient vieux. Maintenant, on va voir alors qu'est-ce que le vieillissement. Effectivement, qu'est-ce que le vieillissement? Quelque part, on vieillit avant même de naître. Le vieillissement, c'est un processus continu à ne pas confondre avec la vieillesse. Ça s'inscrit dans le développement normal du corps humain et il fait plus appel à des adaptations et à des reconfigurations de l'existence qu'à des renoncements. On connaît beaucoup de choses sur les modifications du cerveau avec l'âge, mais il y a encore plus de choses à découvrir. C'est toujours délicat de distinguer qu'est-ce qui relève du vieillissement et qu'est-ce qui relève de la pathologie. Sans rentrer dans les détails, le cerveau est composé entre beaucoup de choses, de cellules, comme les neurones et les cellules gliales. Vous le savez sûrement, les neurones communiquent entre eux via des connexions appelées les synapses. C'est un peu comme des échangeurs autoroutiers où les informations s'échangent d'un neurone à un autre. Et disons que jusqu'à l'âge adulte, le cerveau se développe au sens large. Il y a des connexions qui se créent un peu partout, pas forcément au même rythme dans toutes les zones du cerveau, mais c'est comme ça qu'il se développe. Et en fait, les difficultés commencent vers la trentaine. C'est à partir de cet âge-là que on commence à perdre des neurones. Alors, c'est pas forcément une perte aussi importante qu'on l'estimait il y a encore quelques années, mais il y en a quand même quelques-uns qui disparaissent et c'est compensé par un réarrangement des synapses. On crée plus de connexions, c'est le réseau qui se développe davantage. Les synapses, c'est les branches qu'on voit à la fin des neurones, hein, c'est ça. Un neurone, comment il est constitué, c'est qu'en gros, on a les dendrites d'un côté qui attrapent les informations. L'information parcourt le neurone. Et puis après, ensuite, ce qui permet la connexion à un autre neurone, c'est les synapses. Ouais. C'est ça. Okay. Parcourt les neurones, ça transmet des messages grâce aux neurotransmetteurs. On en reparlera un peu plus tard. Donc voilà, à partir de la trentaine, on commence à avoir quelques difficultés, comme par exemple retrouver les noms des célébrités. Les noms des acteurs, les noms des chanteurs, les noms des films. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. C'est donc à cette période où on a dit que le nombre de neurones commençait à diminuer. La diminution de ces neurones, ça a un nom, ça s'appelle l'apoptose. C'est une mort cellulaire. Alors, apoptose, A-P-O-P-T-O-S-E. C'est la mort cellulaire programmée. Et ça se retrouve dans toutes les cellules du corps humain, pas seulement dans les neurones. Donc à partir de cet âge-là, l'apoptose entre en action, un peu plus dans le cerveau peut-être. Et on a tendance à considérer cette mort neuronale programmée, cette autodestruction, normale, okay. Contrairement à la perte de neurones par des pathologies, soit des infarctus, soit des maladies neurodégénératives par exemple, ou autre chose. Cette perte de neurones, comme on l'a vu, ça s'appelle l'atrophie cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau perd un petit peu en poids. Voilà, pour le coup, ça c'est beaucoup médical et puis neuro là finalement, ce que tu es en train de dire. C'est un neurolife. Ouais, c'est un neurolife. Donc effectivement, on perd des neurones, la plasticité cérébrale, le fait que les neurones se réarrangent entre eux, ça nous permet de ne pas avoir de signes cliniques de la perte de neurones. C'est pas parce qu'il y a un neurone qui meurt que forcément on va avoir un trouble particulier. Souvent d'ailleurs, les neurones qui disparaissent, c'est plutôt des zones cérébrales qui disparaissent, des neurones un peu qui ont la même fonction, et c'est remplacé par d'autres neurones.
Les difficultés liées à l'âge sont donc notamment dues à cette apoptose, mais c'est pas les seules raisons comme on a vu. Il y a effectivement les maladies neurodégénératives, par exemple dans la maladie d'Alzheimer, pardon, il y a ce qu'on appelle la dégénérescence neurofibrillaire. En fait, les neurones sont des cellules qui ont une architecture, il y a un squelette, et il arrive que ce squelette-là, il soit défectueux, ça provoque la mort de la cellule. On a également, avec la maladie d'Alzheimer, ce qu'on appelle des plaques amyloïdes ou des plaques séniles. Ces plaques-là, c'est des condensés de protéines qui perturbent l'espace entre les neurones et qui en vient à détruire ces neurones-là. Ce qui est intéressant, pourquoi je vous parle de ça, c'est que ces plaques amyloïdes et ces dégénérescences, on les retrouve effectivement chez les patients Alzheimer, mais on les retrouve également en fait dans les cerveaux entre guillemets sains, des gens tout à fait a priori bien portants. On ne sait pas du coup, alors c'est en moins grande quantité bien sûr, on ne sait pas du coup est-ce que ces personnes-là qui ont ces plaques et ces dégénérescences sont des Alzheimer en devenir, ou est-ce qu'en fait ben, ça fait partie du vieillissement normal d'avoir ces plaques qui apparaissent, alors effectivement encore une fois en plus petite quantité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que même chez des sujets jeunes, on retrouve ces difficultés-là. D'autres problèmes qu'on peut avoir justement avec les neurones, comme on disait, c'est tout ce qui est infarctus. C'est-à-dire que même si le cerveau, on va prendre un exemple exceptionnel, mais si le cerveau va très bien, il n'y a aucune cellule qui meurt d'apoptose, il est en pleine forme, il suffit de faire un infarctus pour qu'il y ait des cellules qui meurent, et ça peut provoquer des difficultés. Encore une fois, ça aussi, à tous les âges, on peut avoir des infarctus cérébraux. Euh, C'est quoi? C'est le manque d'oxygène qui... Alors, il y a plusieurs types d'infarctus, on pourra peut-être faire un autre neurolive là-dessus. Ça peut être soit le manque d'oxygène, soit un afflux de sang. D'accord, ok. Parce qu'effectivement, avec l'âge, le débit sanguin est moins important. Ok. Donc il se peut qu'il y ait certaines régions qui soient moins perfusées. Et effectivement, les artérioles, les vénules, sont plus fragiles ou sont abîmées. Avec D'accord. tout ce qui est euh, tout à fait. Exactement. Les Ah, manque du mot. manque du mot, j'ai passé 30 ans déjà. Vieillissement Et précoce. quand on mange un peu trop gras, Ah, ok. D'accord. manque du mot. Ouais. Voilà. Donc chez toutes ces personnes-là, on découvre qu'il y a des risques cardiovasculaires et on peut faire autant des mini-infarctus qui sont très passagers pendant une minute. On va avoir des difficultés, ça va passer et on va dire bon bah finalement tout va très bien, c'était un petit malaise, comme des infarctus beaucoup plus graves où on va avoir des difficultés un peu plus complexes. Donc qu'est-ce qui est normal avec l'âge? On voit que sur le plan organique, finalement, il n'y a pas de limite claire entre le normal et le pathologique. À travers les tests neuropsychologiques, on a pu observer que certaines fonctions intellectuelles vieillissaient, déclinaient, Mhm. plus que d'autres. On a développé une théorie d'organisation de ces capacités, et ce n'était pas forcément lié avec l'âge au début, c'était une théorie globale sur les fonctions intellectuelles, mais on se rend compte que on, on a classé les capacités intellectuelles selon deux grands groupes, on va dire. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence fluide, c'est la capacité à résoudre des problèmes, à s'adapter à des situations nouvelles, à raisonner, à faire appel à ne pas trop faire appel à des connaissances apprises. Ok. Et c'est aussi une capacité qui se perd à partir de la trentaine, par exemple. À côté de ce groupe-là, on a ce qu'on appelle l'intelligence cristallisée, qui est assez ferme, Solide. assez solide, qui est le résultat de l'expérience. C'est les choses qu'on a appris, les faits, les connaissances, savoir que la capitale de tel pays, c'est telle ville, savoir que pour aller à telle hauteur, ça prend tant de kilomètres. En fait, Bref. intelligence cristallisée, c'est les connaissances. C'est ce qui va rester au cœur du cerveau, si on peut dire ça comme ça. Et puis l'intelligence fluide, donc c'est logique, comme tu l'as dit, le fait de pouvoir s'adapter à son environnement. C'est finalement, bah, comme son nom l'indique, c'est fluide. Donc Ouais. en gros, c'est La flexibilité. voilà, flexibilité. D'accord. Donc voilà, l'intelligence fluide est a priori très sensible à l'âge, et l'intelligence cristallisée serait assez résistante. Alors bien sûr, c'est une catégorisation qu'on a fait d'un point de vue scientifique.
C'est pas si facile de distinguer les deux types d'intelligence. Il y a vraiment des... C'est un réseau, ça s'entremêle. Chaque type d'intelligence repose en partie sur les autres. Et au fil du temps, euh, comme le fonctionnement cognitif évolue, les événements qu'on vit, les choses qu'on apprend, la flexibilité cristallisée, donc qui résiste à l'âge, Ok, permet de compenser la perte qu'on a de l'intelligence fluide. d'accord. Euh, le vieillissement se manifeste de manière différente sur nos capacités intellectuelles. Donc on a aussi développé là deux approches pour essayer d'expliquer ça. Il y a une approche qu'on va dire globale, qui prend l'ensemble des capacités. Je pose la question là tout de suite, mais est-ce que, alors autant du coup directement parler là des fonctions des fonctions Mhm. exécutives, est-ce que là les fonctions exécutives, ça rentre ou pas dans l'intelligence fluide? Est-ce que du coup, tout ce qui va être planification, flexibilité, mémoire de travail, tout ça, ça rentre dans l'intelligence fluide? On peut considérer que ça rentre dans l'intelligence fluide parce qu'effectivement c'est ce qui nous permet de s'adapter à chaque situation, Ok, permet de ouais. mettre en jeu de nouveaux mécanismes, de pouvoir s'adapter à une nouvelle tâche, pouvoir se dire est-ce que ce que je fais est bien ou pas, Hmm. est-ce qu'il faut que je change de pratique, Ok, de de stratégie. stratégie, etc. Mais effectivement, l'intelligence fluide, notamment les fonctions exécutives, ça demande d'avoir des connaissances cristallisées pour pouvoir se dire ah bah finalement ça c'est Ouais. pas efficace, il faut que je fasse autre chose. Donc comme je disais, on a développé deux approches pour comprendre le vieillissement. Il y a ce qu'on appelle une approche globale, qui est assez générale, où on va considérer que les effets cognitifs du vieillissement sont liés au déclin d'un facteur général sur lequel reposent les autres capacités cognitives. Et donc comme ce facteur général-là vient à être moins performant, les autres capacités cognitives sont effectivement moins performantes. Hmm. À côté de ça, on a donc l'approche analytique qui a tendance à séparer les différentes capacités cognitives, les différents processus spécifiques et qui considère que ces processus déclinent indépendamment les uns des autres. C'est isolé. C'est isolé. C'est les troubles isolés. Et voilà, c'est ce qu'on appelle les troubles isolés, c'est-à-dire qu'on peut avoir un trouble particulier sans que d'autres fonctions cognitives Soit soient touché. atteintes. Ok. Mais dans les faits, c'est comme pour les deux types d'intelligence, c'est assez rare d'avoir des troubles isolés et hum, l'approche globale ne permet pas d'expliquer toutes les pathologies qu'on peut avoir. On va essayer de voir dans les grandes lignes en fait comment évoluent nos capacités cognitives. Ça c'est notre prochain point, c'était le 3. Bah, du coup, non, on a parlé donc d'un vieillissement normal. Mais je pense Ah, que ce qui serait bien avant de parler du coup d'après d'un vieillissement pathologique, parce que donc là, en fait, normalement, c'était, non, pas encore, quoique, on n'a pas encore justement sur le vieillissement pathologique, c'est justement parler des différentes fonctions, des fonctions cognitives. Qu'est-ce que les fonctions cognitives, quand on parle de fonctions cognitives, fonctions exécutives, qu'est-ce qu'on entend par là, avant après de pouvoir parler d'un vieillissement pathologique. alors on va voir effectivement comment vieillissent les fonctions, les plus grandes fonctions. On n'aura peut-être pas le temps de définir euh, de manière très précise quelles sont les fonctions. Ça Non. peut être là aussi un prochain Neurolive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Euh, Adrien et Andry Et André. sont là pour y Ouais, je répondre. vois que André il est connecté. Je sais pas si Adrien aussi est connecté ou pas, mais en tout cas, normalement, on doit avoir Adrien et André. En plus, à chaque fois, j'oublie du coup de dire qu'ils sont en coulisses pour répondre aux questions, pour donner d'autres informations si nécessaire, parce qu'ils sont derrière leurs écrans et d'ailleurs, nous les saluons. Voilà. C'est bon. Effectivement, s'il y a encore d'autres questions plus tard, on y répondra aussi, bien sûr. Première fonction qu'on va voir avec l'évolution avec le temps, dont on va voir l'évolution avec le temps, c'est effectivement les fonctions cognitives, Hum. les fonctions exécutives, pardon. Les fonctions exécutives, c'est le chef d'orchestre de nos capacités intellectuelles. C'est un système qui peut gérer nos différentes capacités, savoir quand est-ce qu'il faut les utiliser, comment il faut les faire collaborer, en prenant en compte différentes informations. C'est pris en charge par la partie frontale du cerveau, c'est ici. C'est une des fonctions qui se développe jusqu'à très tard dans notre évolution, jusqu'à l'adolescence, la fin de l'adolescence. Ouais, non, C'est aussi c'est le must en fait de l'évolution. C'est quelque chose que nous ne partageons avec aucun autre mammifère.
ça en fait probablement quelque chose de très fragile aussi. Par rapport à l'évolution humaine, c'est quelque chose qui est quand même plutôt récent. Euh, c'est probablement pour ça que c'est quand même assez fragile avec l'âge. Euh, C'est ça en fait, c'est que du coup, donc c'est les fonctions qui apparaissent en dernier, alors que ce soit comparativement à une échelle humaine, dans le sens, voilà, durant les années, les siècles, les milliers d'années, les millions d'années qui ont fait l'évolution de l'être humain, mais également à notre propre échelle, en individuel. Généralement, on parle de fonctions c'est mature exécutives. en dernier en tout cas. Est-ce que Voilà, ça apparaît en dernier? ouais, Ça apparaît dès le début et ça se bonne développe question, ouais. au fil de Mais généralement, c'est mature vers quoi? Vers 20 ans, normalement on dit 20, 25 ans, ouais, quelque chose comme l'adolescence. ça. Fin Ok. d'adolescence. Euh, donc, ce qui est problématique avec les fonctions exécutives, c'est que c'est très lié à l'attention, au fait de pouvoir se focaliser sur une tâche. J'ai mon RER qui, c'est la grève. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais prendre le bus? Est-ce que je vais prendre une autre ligne? Est-ce que c'est plus simple de prendre le métro pour aller à telle station et revenir, machin? Ça demande de pouvoir se concentrer sur cette tâche, de pouvoir se dire, effectivement, je peux prendre le bus, mais à cette heure-ci, les bus, c'est compliqué parce que X ou Y. Et donc de pouvoir adapter son raisonnement, et si on décide de finalement prendre telle démarche en cours de route, de pouvoir se dire, euh, ça finalement c'est peut-être pas aussi optimal que je le pensais, il faut que je fasse autre chose. Hmm. Donc Là, ça, c'est des exemples d'actualité. tout à fait. Euh, donc ça implique, on l'a dit, ça implique l'attention, ça implique aussi la mémoire de travail qui nous permet de garder ces informations, les informations dont on a besoin à l'esprit et de pouvoir les utiliser. La mémoire de travail, c'est une mémoire à court terme, on va en reparler après. Donc, comme d'habitude, les chercheurs ne sont pas tout à fait d'accord sur l'évolution des fonctions exécutives, mais effectivement, on penche pour un déclin assez lié à l'âge, soit pour un déficit global, soit pour un déficit analytique. Donc, ce seraient les sous-composantes des fonctions exécutives qui complexifieraient en fait le fonctionnement du système exécutif. En gros, les fonctions exécutives, c'est ce qui est mature en dernier et c'est ce qui apparemment aussi pourrait partir en premier avec un vieillissement. Alors, ça pourrait être décliné en premier. Après, c'est d'un point de vue ressources cognitives aussi, c'est quand même euh, plus économique, cognitivement parlant, de pouvoir plus se reposer sur ses capacités, sur ses connaissances cristallisées, Ouais, que ancré. de devoir pour chaque situation de se remettre en question et qu'est-ce que je D'accord. fais, qu'est-ce que je fais pas, machin. Euh, donc en fait, effectivement, ça semble assez lié à l'âge. Euh, En général, quand ça décline à partir des processus complexes jusqu'aux processus les plus simples. C'est-à-dire D'accord. qu'on va commencer par avoir des difficultés pour, euh, Planifié. pour planifier quelque chose de très complexe, mais on réussira à se dire est-ce que je prends le métro ou est-ce que je prends le RER. Et notamment si on a une certaine expertise. Un prof de maths qui a l'habitude de résoudre des problèmes, c'est un peu schématique, mais voilà. Il aura moins de difficultés avec l'âge à résoudre des problèmes complexes que quelqu'un qui a d'autres compétences. On n'est pas, voilà. Deuxième fonction dont on va parler, c'est le langage. Le langage, comme on l'a vu, il y a beaucoup de choses apprises, il y a beaucoup de faits appris avec l'expérience, avec le temps, avec l'école. Donc ça fait partie de l'intelligence cristallisée. A priori, ce serait globalement pas trop sensible à l'âge, mais c'est un a priori et c'est globalement. Dans le langage, il y a différentes compétences plus ou moins complexes, différentes sous-composantes, et en fonction de ces sous-composantes, on voit que l'âge peut avoir effectivement un impact négatif. Donc un vieillissement normal peut avoir. En fait, ce qu'on voit, bon, en vrai, ça c'est au quotidien. De toute façon, toi-même, tu le vois lorsque tu reçois des patients, mais euh, généralement, c'est dû à soit une maladie neurodégénérative, soit dû à un AVC, et que du coup, ça a un impact sur le niveau de langage. Même avec un vieillissement normal, on peut voir un certain déclin au niveau du langage. Tout à fait. D'accord. C'est pour ça qu'on se pose ces questions-là. Ouais. C'est ça l'intérêt euh, Je le de savais ce pas. NeuroLife. Mm. Ouais, tu vois, comme quoi. Comme je l'ai dit au début, il y a souvent des gens qui me disent je me rappelle plus du nom de tel acteur. C'est normal. Ok. Les grands-parents qui radotent un petit peu, qui ont un peu de mal à trouver leurs mots, alors ça dépend des mots, mais c'est normal. Ça va en rassurer beaucoup alors. Super.
Ça reste très relatif, hein. Ouais. Ça dépend des mots, ça dépend à quelle fréquence ça arrive, depuis combien de temps, est-ce que ça arrive d'un coup ou pas. Disons que pour schématiser, encore une fois, c'est les processus complexes qui vont devenir déficitaires en premier. C'est-à-dire la compréhension auditive ou verbale Hum. de situations compliquées. Euh, si je demande à quelqu'un, une personne âgée, c'est un test qu'on fait régulièrement, de prendre une feuille que je pose devant lui avec la main droite, de la plier en deux, de la jeter par terre, normalement il est censé y arriver. Hum. S'il n'y arrive pas, c'est que c'est un peu compliqué. C'est compliqué, c'est qu'il y a peut-être un petit truc à gratter. Donc voilà, les syntaxes un peu compliquées, le raisonnement abstrait aussi, ce qu'on appelle les similitudes, c'est des choses qui peuvent être difficiles avec le temps, dans une certaine mesure. Le fait de pouvoir, ok, abstraction verbale, le Un fait exemple de similitude peut-être, Gabriel? oui, chemise et chaussettes, Ouais. par exemple. Par C'est des exemple, vêtements. chemise et chaussettes, c'est des vêtements, c'est-à-dire qu'on peut passer de la catégorie euh, chemise, chaussettes à une catégorie supraordonnée, c'est des vêtements, ou c'est du tissu. Hum. Alors qu'il y a des gens qui vont dire, bah, il y en a un c'est une chemise et l'autre c'est une chaussette, ça n'a aucun point commun. Et il y en a d'autres qui vont sortir entre des trucs tout à fait différents. Euh, voilà, les connaissances en vocabulaire, en dénomination, montrent également une légère sensibilité. C'est pas très important, mais on observe avec l'âge que quand même ça prend un petit peu c'est un petit peu plus complexe. Euh, on observe bien sûr la tendance à tourner un petit peu autour du pot, C'est vrai. à manquer un peu de précision quand on demande une définition, mais en général, quand les personnes tournent autour du pot, c'est assez adapté. Euh, c'est pas, c'est pas quelque chose qui n'a aucun rapport avec la question de base en fait. Oui, ça a un sens, sauf qu'en fait, il se rappelle pas du mot dont il Ouais, voudrait vraiment faire appel, donc il tourne autour du pot. Donc ça, en fait, dans une certaine mesure, ça peut être aussi normal. Ça fait partie du vieillissement normal. tout à fait. On suppose encore une fois que ces difficultés-là de langage sont peut-être pas uniquement liées à une détérioration des compétences langagières, mais à la difficulté d'exploiter grâce aux fonctions exécutives ces capacités-là, ces compétences-là, notamment grâce à l'attention et à la mémoire de travail. Parlons un peu de la mémoire justement. Alors, c'est quelque chose dont on parle souvent. Précisons déjà qu'il y a différents types de mémoire. On va pas tous les voir, ce serait un peu long. On va pas tous les développer non plus. Commençons déjà par la mémoire de travail dont on a parlé avant. La mémoire de travail, c'est une fonction intellectuelle qui est constamment utilisée. Moi, là, pour vous parler, j'utilise ma mémoire de travail pour garder, pour réfléchir à ce que je dois vous dire, etc. Vous, pour m'écouter, pour comprendre ce que je vous dis, vous gardez en mémoire ce que je vous ai dit à l'instant. Faites le lien avec ce que je vous dis maintenant et vous ferez le lien avec ça. C'est quelque chose donc, qui est très utilisé, soit en tant que tel, soit aussi à travers d'autres fonctions intellectuelles. Donc c'est quelque chose qui... Généralement, ce que je dis aux parents, hein, lorsque je présente la mémoire de travail, je dis que c'est la capacité de pouvoir traiter une information sur un laps de temps assez court. En gros, ça allie capacité attentionnelle et mémoire à court terme. En gros, mémoire à court terme, je sais pas moi, par exemple, je vous donne un numéro de téléphone, vous devez me restituer exactement le même numéro de téléphone, c'est de la mémoire à court terme. Ah, c'est la mémoire de travail. Bah, mémoire de C'est travail, un ça veut dire mélange que entre mémoire de mémoire travail. de travail, c'est que vous devez me donner le numéro, mais dans l'ordre inverse, par exemple. Donc, c'est-à-dire que vous devez quand même travailler, vous devez traiter l'information donnée, vous devez travailler cette information-là et me la restituer rapidement. Effectivement. Après, pour Ça, pouvoir garder un numéro de téléphone en tête, il faut déjà avoir assez de mémoire de travail pour le garder dans le bon ordre, par exemple. hein, Si je vous donne mon numéro de téléphone, ce que je ne ferai pas, euh, aussi. il faut avoir déjà de la mémoire à court terme pour pouvoir la garder en tête et il faut pouvoir la travailler pour l'utiliser, on va dire. 07. Ah, Euh, donc normalement, la mémoire à court terme elle-même reste assez solide avec le temps. La mémoire à court terme, c'est globalement pouvoir retenir 7 informations, plus ou moins 2, donc entre 5 et 9. Un empan, on dit. Un empan, tout à fait, une fourchette, un empan, on dit un empan, une fourchette. Euh, de pouvoir garder ces items, ces informations-là pendant 1 à 2 minutes et de les utiliser s'il faut avec la mémoire de travail. Donc a priori, la mémoire à court terme serait peu liée, peu sensible à l'âge, mais la mémoire de travail qui elle est influencée par les fonctions exécutives, par l'attention, etc., serait effectivement plus sensible.
Une autre mémoire qu'on a, c'est du coup là c'est une mémoire à long terme. C'est la mémoire sémantique. C'est une mémoire à long terme parce qu'elle permet de sauvegarder, d'enregistrer les informations sur plus de temps. C'est un peu le socle de l'intelligence cristallisée. La mémoire sémantique, c'est la mémoire des concepts, Hum. des idées, des faits. Euh, Alors là, en gros, là, du coup, pour que les gens voient bien, on a une mémoire de travail qui est vraiment plus au niveau frontal, mhm. qui fait partie en fait des fonctions exécutives, et puis la mémoire sémantique qui est beaucoup plus centrale au niveau cérébral. Alors je dirais pas qu'elle fait partie des fonctions exécutives. En fait, c'est d'un point de vue scientifique, toutes ces fonctions-là ne sont pas vraiment dissociées. On sait qu'on a une mémoire, et quand on a voulu l'étudier, on s'est rendu compte que chez certaines personnes, c'était la mémoire sémantique qui était affectée. Hum. Chez d'autres personnes, c'était la mémoire immédiate. Donc on s'est dit, on va la dissocier. Mais elle n'est pas dissociée en tant que telle dans le fonctionnement de notre cerveau. Comme les fonctions exécutives, on sait qu'il y a une partie du cerveau qui fonctionne plus ou moins de telle manière. Mais de là à dire ça c'est une fonction exécutive, c'est pas forcément évident parce que dans les fonctions exécutives, il y a différentes Ouais, sous-fonctions il y a qui sont différents. liées encore à d'autres Ok. capacités. Ouais. Euh, on considère de manière générale que la mémoire de travail, c'est effectivement une fonction exécutive parce que ça permet d'exécuter les tâches. Après, est-ce qu'on peut affirmer que c'est une fonction? D'un point de vue... Après ça, c'est des théories encore, hein. voilà. De toute façon, tu l'as dit, les chercheurs ne sont pas tous d'accord entre eux. Donc, On le dit parce que c'est plus compréhensible, oui. mais même nous derrière, on sait. Donc la mémoire sémantique, c'est la mémoire des faits, des concepts, comme on l'a dit. Là aussi, les études sont contradictoires. A priori, s'il y a un effet de l'âge là-dessus, c'est plutôt lié à l'altération des autres processus. C'est-à-dire que les informations seraient bien enregistrées en mémoire, mais c'est l'accès à ces informations qui est compliqué. Une autre mémoire, c'est la mémoire épisodique. C'est une mémoire à long terme aussi, c'est la mémoire des épisodes, notamment des épisodes vécus personnellement. Elle est très complexe, elle dépend beaucoup des autres mémoires. C'est un peu, elle fonctionne grâce à la mémoire à court terme parce que Hmm. c'est ce qu'on vit qui après On est enregistre. enregistré. Donc elle est très complexe, ça en fait une fonction effectivement indirectement sensible à l'âge. Parce que si les processus antérieurs déclinent, la mémoire épisodique aussi devient plus fragile. Euh, c'est difficile avec l'âge d'enregistrer de nouvelles informations, c'est ce qu'on appelle l'encodage, et c'est aussi difficile de les restituer volontairement, c'est ce qu'on appelle la récupération. A priori, ces difficultés sont liées au déclin de la mémoire sémantique. Ce qui semble être assez sûr par contre, c'est que quand il y a une connotation émotionnelle, les choses restent marquées, restent inscrites plus longtemps dans cette bibliothèque-là, et que normalement ce qui est enregistré, ce qui est en bibliothèque, reste assez stable. Enfin, la dernière mémoire qu'on va voir, c'est la mémoire procédurale, la mémoire des procédures. C'est comme quand on dit par exemple, c'est comme faire du vélo, ça s'oublie pas. Bah effectivement, c'est assez vrai. La mémoire des procédures, c'est une mémoire motrice qui est liée à l'entraînement, qui est liée à l'action, et c'est assez stable. Là, pour une fois, tout le monde semble assez d'accord là-dessus. Ça se détériore pas trop avec l'âge. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on apporte un geste à ce qu'on apprend, ça devient une mémoire procédurale. Je dirais que ça dépend quel type de geste. Si c'est une Ok. procédure plutôt. Ouais, d'accord. Peut-être que le geste, c'est pas forcément. Ouais. À tous les âges, on peut continuer à apprendre. Faites-le, c'est important. Il faut faire travailler le cerveau. C'est peut-être plus difficile avec le temps, mais c'est une capacité qu'on ne perd pas dans le vieillissement normal, encore une fois. Hmm. Du coup, qu'est-ce qui est pathologique? C'était notre avant-dernier point. Alors l'idée, c'est pas de faire la liste de tous les symptômes pathologiques ou de décrire toutes les maladies. Ça prendrait malheureusement un temps fou. On va aborder là aussi quelques thèmes. On va reprendre plus ou moins les mêmes. On va en voir aussi un peu d'autres qui ne sont pas forcément liés à une maladie en particulier, mais qui doivent alerter en tout cas quand ça apparaît. Je rappelle que si vous avez une quelconque inquiétude, c'est pas sur Doctissimo ou Wikipédia qu'il faut aller. Un généraliste ou un neurologue. Ou consultation de mémoire à l'hôpital. Quasiment tous les hôpitaux maintenant ont des consultations de mémoire. Ou un gériatre, tout à fait. N'hésitez pas.
faites-le. Mieux vaut faire un bilan tôt, être sûr qu'il n'y a rien, ou s'il y a quelque chose, de le prendre en charge rapidement, plutôt que de laisser traîner et de se retrouver après avec des difficultés plus Ouais, parce compliquées. qu'en soi, un bilan, de toute façon, y a rien de, ça ne peut pas faire de mal. Non, C'est un peu en fait comme une prise de sang. On fait une prise de sang, on voit quel est notre niveau de, je sais pas moi, de globules ci, globules ça. On voit est-ce qu'on manque ou pas de magnésium, de fer, qu'importe. Un bilan, c'est à peu près pareil. C'est en gros une photographie des capacités cognitives à un certain moment, tout à à un fait. moment donné. Ça peut pas Euh, faire de mal. c'est un état des lieux des capacités, on va dire, intellectuelles, cognitives. Ok. Un problème qu'on a souvent en consultation, que ce soit à l'hôpital ou en libéral, c'est que la personne qui vient, on ne sait pas comment elle était avant. Ouais. Si une personne vient me voir et me dit j'ai des difficultés, que moi je fais une évaluation et que je vois a priori elle est dans ce qu'on appelle la fourchette normale comme on l'a dit au début, je vais me dire que c'est très bien. Mais si j'apprends après que en fait cette personne-là, elle avait beaucoup plus de capacités avant et finalement c'est pas normal par rapport à ce qu'elle présente maintenant, je me dirais il y a un problème. Alors que je ne serais pas Dans le dit sens, ouais. forcément. Donc moi ce que je conseille à tout le monde, faites un bilan. Ça permet de voir quand vous allez bien, comment vous êtes. Pour que si demain vous n'allez pas bien, on ait une référence. Enfin, c'était pas la question. Avec le temps, donc on l'a vu, le cerveau évolue, les capacités cognitives évoluent. Qu'est-ce qui est pathologique? Il y en a qui vont me dire, ce qui est pathologique, c'est ce qui est pas normal. Bah, du coup, ce qui est pathologique, c'est ce qui est pas normal. C'est pas faux, en théorie. J'aimerais qu'on prenne un peu de recul déjà. C'est pas forcément parce que c'est anormal que c'est pathologique. Hmm. Ce sur quoi on doit faire attention, c'est tout ce qui est perte d'autonomie. Alors, je fais perte d'autonomie, pardon. Ce qui met en danger sa propre vie ou celle des autres. Par exemple, la désorientation spatio-temporelle. Ça, c'est trois signes qui peuvent alerter. Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle alerter. C'est trois signes qui sont importants. C'est pas forcément qu'on a une pathologie particulière, mais on peut, même si on est en relativement bonne santé, sans Hmm. avoir de maladie d'Alzheimer ou d'AVC ou de quoi que ce soit, une personne qui a une désorientation spatio-temporelle qui ne saura plus quel jour on est, quelle heure il est, qui pourra plus prendre ses médicaments de manière adaptée ou qui saura plus se repérer dans son propre quartier, Mhm. c'est pas une bonne chose de la laisser toute seule. Tout seul. Ok. Ça veut pas forcément dire qu'elle a, bon a priori, elle a une pathologie, mais on va essayer de prendre un peu de recul et de pas forcément stigmatiser comme ça dès le début quelqu'un qui a des difficultés de ce sens. Donc voilà, la désorientation spatio-temporelle, donc c'est dans l'espace et dans le temps. Il y a des gens qui me disent souvent j'ai jamais eu le sens de l'orientation. Ah, très bien, mais comme je le disais, quand on se perd dans son propre quartier, c'est encore autre chose. Une autre capacité auquel il faut faire attention, c'est tout ce qui est lié au calcul. Pouvoir payer, savoir combien on va nous rendre comme monnaie, pouvoir utiliser sa carte bleue, savoir faire un chèque. Normalement, c'est des choses qui sont assez stables. Comprendre une facture, c'est quelque chose qu'on est censé pouvoir faire très longtemps. Dans les activités comme ça de la vie quotidienne, il y a tout ce qui est lié à l'hygiène. Pouvoir faire la cuisine, le ménage chez soi, pouvoir s'habiller, se laver. Tout ça, c'est des choses qui sont assez stables. Et si on voit quand même qu'il y a des difficultés, il faut se poser des questions. Mais normalement, c'est des compétences acquises. Normalement, c'est des compétences acquises qu'on fait quand même tous les jours. Ouais. Qu'on me dise j'ai du mal avec le calcul parce que ça fait 30 ans que j'ai pas fait de calcul mental et que j'ai une calculatrice sur mon téléphone, je peux le comprendre. Qu'on me dise je sais plus m'habiller, Il y a un problème. ouais, Il y a potentiellement un problème. il y a potentiellement un problème. Pareil, quelque chose sur lequel il faut faire attention aussi, c'est la perte de plaisir dans les activités habituelles qui d'habitude plaisent. Quelqu'un qui aime bien jouer au tarot, si on se rend compte qu'elle a plus trop d'appréciation, faut regarder un peu d'où ça vient. Alors ça, après, pour le coup, donc ça, c'est peut-être davantage de la sphère psychologique, liée au déclin des compétences cognitives. Alors on pourrait effectivement en reparler. Il y a certaines théories comme quoi le déclin des capacités cognitives Engendrerait. serait plus lié à un déclin psychologique Ok. et que ça ferait apparaître des troubles cognitifs Et vice à un versa. certain niveau. Ok. Et que, a priori, d'après certaines personnes, si on prend en charge
l'aspect psychologique assez tôt, on peut revenir, faire régresser les troubles cognitifs. Cognitif. Ok. Je m'engage pas là-dessus, c'est une théorie intéressante, comme beaucoup d'autres. Voilà. Les troubles de l'équilibre aussi, faut faire attention. C'est pas forcément tout le temps pathologique, ça dépend encore une fois de l'évolution, ça dépend aussi de la fréquence. Quelqu'un qui n'avait jamais de trouble de l'équilibre, si tout à coup ça lui arrive même une fois par semaine, c'est étrange. Quelqu'un qui en avait quand même de temps en temps, qui est un peu maladroit et à qui ça arrive maintenant tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est aussi inquiétant. Pour reprendre les thèmes qu'on avait abordés un peu, donc on a vu qu'effectivement le chef d'orchestre, les fonctions exécutives, c'est assez sensible à l'âge. Donc on peut avoir des difficultés à penser de manière abstraite, comme dans l'exemple qu'on avait vu. Des difficultés à raisonner, à rester concentré, à s'adapter. On peut aussi voir des difficultés à être empathique ou à se mettre à la place des autres. Ce qu'on observe aussi, genre, tu me dis si je me trompe, hein, mais chez la personne âgée, c'est très souvent cet effet boule de neige. Exemple typique de la chute. La personne a chuté, ça engendre ci, ça engendre ça derrière, et puis ainsi de suite. Et puis hop, c'est un peu la dégringolade vers. Syndrome de glissement. Ouais, un peu. Ça s'observe, je dirais pas que ça s'observe tout le temps. Je sais pas, personnellement, je sais pas à quoi c'est dû. Je me suis pas trop. Faudrait que je me renseigne davantage. Hmm. Mais c'est effectivement quelque chose qu'on observe. Que parfois, après un événement qui a priori semble assez anodin, la personne n'arrive pas à refaire surface. Ouais. Et là, c'est effet boule de neige, comme tu dis. Il y a aussi les troubles de la reconnaissance. Soit la reconnaissance d'objets, savoir que ça c'est un téléphone, que ça c'est un stylo. Avoir des troubles aussi de l'utilisation de ces objets. Qu'est-ce qu'on fait avec le stylo? Comment il s'utilise? Troubles de la reconnaissance des autres, Des visages. des visages. La prosopagnosie. Prosopagnosie. Il y a aussi la trouble de la reconnaissance de soi, des personnes qui se regardent dans le miroir et qui n'arrivent plus à se reconnaître, ce qui peut être psychologiquement très handicapant. Très compliqué. On a aussi donc parlé des difficultés de langage, donc ce qui est pathologique avec le temps, avec le vieillissement, c'est avoir un langage qui s'appauvrit tant en quantité qu'en qualité de mots. On peut avoir du mal à articuler, à comprendre des choses simples, comme on disait. Oublier le nom des célébrités, on a dit que c'était normal. Oublier le nom des membres de sa famille, c'est autre chose. Je fais un peu trop. Il y a aussi ce qu'on appelle la persévération. La persévération, c'est répéter les mêmes choses en boucle. Soit les répéter verbalement, à quelle heure tu rentres ce soir, à quelle heure tu rentres ce soir, à quelle heure tu rentres ce soir. Soit les répéter sur le point de vue moteur. C'est-à-dire répéter la même gestuelle en boucle. Alors, du coup, ça c'est lié à un manque de flexibilité. Ça peut être lié à un manque de Ça peut flexibilité. être lié à un manque de flexibilité. Voilà. Là aussi, ça dépend comment c'est fait, pour quelles raisons, etc. En ce qui concerne la mémoire, ce à quoi il faut faire attention, c'est la difficulté pour retenir de nouvelles informations simples sur un court moment, mémoire de travail, mémoire à court terme. La difficulté à se rappeler d'événements récents, ce qu'on a fait la veille, avant-hier, etc. C'est des choses sur lesquelles il faut faire attention, comme je vous disais. Sur le plan plus artistique, la difficulté à copier des figures simples, comme un cube, ou à mimer des gestes, ou à imiter quelqu'un. Enfin, il y a ce qu'on appelle les modifications de la personnalité ou les troubles du comportement. Les modifications de la personnalité, c'est des personnes qui deviennent un peu colériques, agressives, anxieuses, apathiques, et qui n'étaient pas comme ça avant. C'est un peu ce qu'on on dit que quand l'âge rend aigri, par exemple, c'est pas C'est pas vrai. c'est pas Enfin, c'est vrai. pas C'est toujours. pas C'est toujours pas en vrai. tout cas, ça fait pas partie du vieillissement normal. Peut-être que les caractères sont un peu plus marqués avec l'âge, Avec l'âge. mais normalement il n'y a pas de bascule vraiment comme ça. D'accord. On a effectivement des troubles du comportement, comme des comportements d'errance, des gens qui tournent en rond, comme de la déambulation, des fugues, des gestes moteurs aberrants, c'est-à-dire des gestes moteurs qui n'ont pas de raison d'être et qui sont répétés là aussi comme des persévérations, et tout ce qui est les problèmes au niveau des besoins élémentaires. Les problèmes pour manger, les problèmes pour aller aux toilettes, dormir, etc. Une chose aussi qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle l'anosognosie. Alors, c'est pas pareil que la prosopagnosie.
L'anosognosie, c'est le fait de ne pas se rendre compte de ces difficultés, de ne pas les admettre. À partir du moment où, en général, on n'est pas anosognosique, on sait qu'on a des difficultés, quelque part, c'est bon signe. Hum. Voilà. Pour finir, le dernier point qu'on va aborder, c'est qu'est-ce que le bien vieillir? Est-ce qu'on peut bien vieillir? Vieillir avec succès, par exemple. Ça va être le point positif pour terminer. C'est un terme qu'on emploie souvent en référence aux personnes âgées qui sont cognitivement très performantes. En fait, c'est un peu comme la définition de la vieillesse. C'est un peu difficile à, à concrétiser, à définir dans les faits. Il y a de grandes variations de performance entre les personnes du même âge, euh, que ce soit chez les personnes âgées comme chez les personnes plus jeunes. Et en fait, certaines personnes bénéficieraient d'un vieillissement normal, voire même réussi, qui serait moins sensible au déclin cognitif. Alors du coup, comment font ces personnes-là? Comment on fait pour bien vieillir? Alors, on a développé ce qu'on appelle le concept de réserve cognitive, qui c'est un peu un petit réservoir de compétences qui serait moins atteinte. Euh, c'est encore théorique. Il y a ce qu'on peut appeler en tout cas la réserve statique, qui dépend de la quantité de neurones et de connexions qu'on a. C'est en lien avec l'éducation, le milieu dans lequel on a grandi. Ok. Alors, l'éducation au sens culturel du terme, hein, l'éducation intellectuelle, qui repose donc sur le fonctionnement cérébral et la génétique. À côté de ça, on a ce qu'on appelle la réserve dynamique, qu'on construit autour de sa vie par l'environnement dans lequel on vit, par l'insertion sociale et les activités quotidiennes. Les études récentes ont souligné que l'importance du niveau d'éducation, de la bonne santé, de la nutrition, de l'exercice physique et intellectuel et du maintien des liens sociaux, pardon, sont des bons producteurs de réserves cognitives. Ah, la nutrition est très très important. Tout est important. Ouais. En conclusion, le cerveau c'est comme un muscle. Pour vieillir en bonne santé cognitive, en tout cas intellectuelle, il faut le préserver, il faut en prendre soin, avoir une bonne hygiène de vie, se nourrir correctement, sans excès, sans déficit, faire du sport, pas trop, faut pas se mettre mal tellement on fait du sport, faut éviter le stress, bien dormir comme on l'a dit. Avec ça, il faut solliciter le cerveau sans le pousser à bout, être curieux, faire des activités variées. En gros, s'il n'y a pas de pathologie, finalement, en fait, on prépare notre vieillesse. Durant notre vie, en ayant une bonne hygiène et tout ce que tu dis, on prépare notre vieillesse. On prépare notre vieillesse cognitive comme on prépare notre vieillesse physique. Ouais. Donc, si on fait du sport jeune longtemps, en théorie, alors il y a toujours des gens qui vont nous dire, moi ma grand-mère elle a fumé pendant 70 ans et elle n'a pas eu de problème. D'accord, il y a toujours des exceptions. Disons qu'on diminue les risques physiquement d'avoir des problèmes physiques en faisant du sport et intellectuellement en étant actif, en étant curieux, en faisant travailler son cerveau. En essayant de pas trop se reposer sur le téléphone portable pour calculer, sur le bloc-notes pour ne pas oublier des choses. Faut pas que la béquille remplace la jambe, disons. Ouais. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je tiens à faire un petit coucou à ma mère, Qui nous regarde? peut-être, C'est vrai? Ah. qui nous regardera, j'espère. Bah, du coup, Voilà. bonjour madame. Euh, On a fini pour aujourd'hui, donc on pourra peut-être faire un autre NeuroLive une prochaine fois sur les pathologies du vieillissement. Il y a beaucoup de choses dont il y on a pourrait parler. beaucoup de choses à dire. Sur le thème du vieillissement, Il me semble qu'on a prévu aussi un neurologue. Ce serait sur quoi? ça sera sur l'épilepsie, ça. Sur Ça l'épilepsie. sera sur l'épilepsie. Ouais, dans les thèmes à venir, il y a l'épilepsie, mais ça sera très probablement pour le mois de septembre. Ah, Là, déjà ce soir, alors bon, je sais pas, c'est parce que est-ce que la vidéo a été diffusée via le groupe NeuroLive, mais il n'y a pas eu de commentaires. Alors c'est peut-être vrai? que du coup, non. Alors peut-être Ah, que ça. du coup les commentaires vont apparaître après, ou en tout cas il y aura des questions suite à la diffusion de la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, merci à tous pour avoir regardé donc ce soir le NeuroLive. Je tenais juste aussi à dire que donc, alors, on a prévu en fait un grand pique-nique
le 1er juillet. Dimanche 1er juillet, on va organiser un grand pique-nique où vous êtes tous évidemment conviés avec plaisir. Tout simplement en fait pour qu'on puisse vous rencontrer, qu'on puisse échanger, partager. Je l'espère. Du coup, il fera beau. Et donc on va communiquer autour de ça. Est-ce que ce sera un Neurolive pique-nique ou est-ce que ce sera un pique-nique Pourquoi pas un Eurolife Picnic? Bon, après, on va pas faire un Eurolife sur les paquets de chips, mais en tout cas, pourquoi pas après le diffuser pour toutes les familles qui n'auraient pas pu se déplacer. Je pense que ça serait plutôt pas mal. Et voilà. Du coup, ça je voulais le dire. Merci Nima pour cette présentation. C'est un C'était plaisir. extrêmement clair, précis. Il y a eu Peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de questions du coup. Exactement, c'est vrai. Il y avait du médical, du neuro, il y avait aussi des cas concrets parce que du coup, tu as parlé de lorsque voilà, tu t'es amené à recevoir tel ou tel patient, bah, finalement, tu peux intervenir de telle façon. Il y avait aussi des conseils du coup à la fin sur le comment bien vieillir. J'espère que, bon, en tout cas, moi j'ai noté justement, j'ai fait travailler ma mémoire, j'ai pas utilisé de bloc-notes et voilà. Bah, du coup, si c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Ok, nickel. Bon, on va passer une excellente soirée. Et puis, bah, dans 2 semaines, alors on va voir. Peut-être qu'on fera pas de Neurolive dans 2 semaines et qu'on fera directement le Neurolive Picnic. À voir. Si jamais il y a Neurolive dans 2 semaines, ça sera très probablement. Le mot est très bien sorti. Très probablement. Sur les troubles articulatoires. Ouais. Non, sur les TDAH. Sur les TDAH chez l'enfant et jeune adulte. C'est quoi le TDAH? Trouble du déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité. Ça sera assuré par moi-même. À voir, peut-être que du coup on pourra aussi faire intervenir quelqu'un d'autre. Mais du coup, ouais, ça Si sera quelqu'un est intéressé, avec plaisir. Ouais. Et comme ça, on organise ça. Voilà. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup à tous pour nous avoir suivis. Et puis, bah, à bientôt. prenez soin de Voilà. vous. Ciao. Ciao.